Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ça ne remplacera jamais Mathis. Les mots hier d'un père brisé. Christophe Marchais, le père de Mathis, 15 ans, poignardé à mort en avril 2024. Son meurtrier, un jeune Afghan âgé de 16 ans aujourd'hui, a été condamné hier à 8 ans de prison par le tribunal pour enfants de Châteauroux. Bonjour Jean-Baptiste Marty. Bonjour Fanny, bonjour à tous. 8 ans de prison, le meurtrier de Mathis risquait pourtant 15 ans d'emprisonnement, Jean-Baptiste. Oui, mais le tribunal en a donc décidé autrement. La raison, bien une altération de son discernement. Le meurtrier de Mathis serait perturbé psychologiquement depuis son départ d'Afghanistan en pleine guerre à l'âge de 5 ans. Une décision judiciaire incompréhensible pour certains proches de la victime, puisque l'agresseur n'en était pas à son coup d'essai. Une semaine avant ce meurtre, le jeune Afghan avait menacé un autre adolescent dans un parc, là aussi avec un couteau en mettant une lame sur sa gorge. Alors en plus de cette peine, le mis en cause est condamné à 15 ans de suivi psychojudiciaire. Il pourrait écoper de 3 ans de prison supplémentaire s'il ne suit pas ses obligations de soins. Une peine jugée peu sévère par le père de la victime qui n'attendait rien de ce jugement. Un procès donc à huis clos sous très haute tension. La mère du suspect qui avait giflé Mathis au sol après l'agression a dû être exfiltrée à la sortie du tribunal sous les huées de la foule. Elle qui doit être jugée prochainement pour violence volontaire sur une personne vulnérable. Merci Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Mathis à Châteauroux, Thomas à Crépol ou encore Elias à Paris, à chaque fois des meurtres au couteau. Un rapport sur les armes blanches des mineurs vient d'être remis à Matignon. Il dénonce une violence juvénile de plus en plus armée, des couteaux, des hachettes utilisés dans 57% des homicides commis par des moins de 18 ans. Le rapport émet plusieurs suggestions pour enrayer ces violences, notamment une traque sur les réseaux sociaux des ventes sauvages de couteaux. Elles sont les bêtes noires des automobilistes depuis 2019. Depuis leur première mise en place, les zones à faible émission sont en passe de disparaître. Oui, l'Assemblée nationale a voté leur suppression cette nuit contre l'avis du gouvernement. Marine Le Pen crie victoire. Laurent Wauquiez, le chef de file des députés LR, salue un vote qui va libérer les Français. Écoutez le soulagement de Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Il manque pas grand-chose. Il manque un petit pas encore de l'Assemblée nationale pour valider l'intégralité du texte de simplification de la vie économique, mais c'est quasiment gagné. Alors ce matin, on est encore dans une période de non-verbalisation, mais de toute façon, les ZFE, là cette fois-ci, dans l'hémicycle, elles ont été repoussées. Personne ne va aller verbaliser sur un dispositif qui a été enterré par l'Assemblée nationale cette nuit. Donc les zones à faibles émissions, c'est terminé, on n'en parle plus, on les enterre. C'est un ouf de soulagement pour les automobilistes, c'est un ouf de soulagement pour l'économie, parce que ces ZFE venaient toucher la France qui bosse. C'est quand même bizarre, un pays où on veut interdire aux Français d'aller au boulot. C'est une mesure qui permettra aux gens de continuer à vivre, à se déplacer, ce qui est quand même la première des libertés pour chacun. Pierre Chasseret au micro européen de Christophe Bordet. Notez que les députés ont également adopté hier un recul du principe de zéro artificialisation nette des sols qui limite la bétonisation d'espaces naturels et agricoles. Ils ont par ailleurs validé un amendement qui sécurise la conformité des projets comme l'autoroute A69 dont le chantier est de nouveau autorisé depuis hier par la justice. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. Le gouvernement va-t-il faire les poches des Français ? L'inquiétude est grande après l'appel à un effort collectif lancé par le Premier ministre. On en saura plus début juillet quand François Bayrou dévoilera son plan pour économiser 40 milliards d'euros et redresser les finances publiques. Pour l'heure, la seule piste sur la table, c'est une TVA sociale qui déchire les députés. Or, le locataire de Matignon le sait, pour éviter la censure, il devra composer avec les lignes rouges des uns et des autres, notamment celle de la droite, bien décidée à imposer son projet, Maï-Hélène Trémollet. Pour la droite républicaine, trouver 40 milliards passerait avant tout par des économies au niveau de l'État. Des économies qui seraient déclinées en 3 grands axes. D'abord, la lutte contre le millefeuille administratif de l'État, avec la réduction du nombre et des coûts de ses agents et opérateurs. Ensuite, la fin de l'assistanat pour revaloriser le travail, qui passerait notamment par une réforme de l'assurance chômage. Dernière grande priorité budgétaire, selon la droite, un meilleur contrôle de l'immigration, avec par exemple la suppression du titre de séjour pour soins. Mais surtout, pas de hausse d'impôts. C'est la grande ligne rouge des troupes de Laurent Wauquiez, qui pourrait acter une fracture entre la droite et la majorité, selon Antoine Vermorel-Marquez, député LR de la Loire.
On est déjà le pays qui est champion d'Europe des impôts. Si on a un budget qui tend vers la gauche, à quoi ça sert qu'on participe au gouvernement? L'enjeu aujourd'hui n'en est pas à la censure. Par contre, l'enjeu, c'est effectivement la participation au gouvernement si jamais le Premier ministre n'écoute pas nos propositions. Enfin, les députés LR appellent le gouvernement à faire de 2026 une année blanche, à savoir une année de gel des prestations de l'État, sauf pour le régalien. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. L'actualité à l'étranger, les droits de douane américains bloqués par la justice. Le tribunal de commerce international des États-Unis les a jugés illégaux cette nuit. Il interdit donc les surtaxes de 10% qui sont imposées à tout produit importé sur le sol américain depuis début avril. Un camouflet judiciaire pour Donald Trump qui a fait appel. Et puis 2 jours après l'adoption à l'Assemblée de la proposition de loi sur l'aide active à mourir, les oppositions continuent de faire entendre leur voix. Des soignants inquiets de potentielles dérives de cette aide à mourir, des aidants qui ont l'impression qu'on veut pousser leurs proches malades à en finir, mais aussi des religieux qui appellent à soutenir la vie plutôt que la mort. C'est le cas de Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. Il était l'invité d'Europe 1 matin à 7h10. Une des choses que nous reprochons à la proposition de loi telle qu'elle a été votée en première lecture, c'est un processus législatif qui n'en est qu'à son commencement et donc le débat continue. Il ne faut pas imaginer que les choses sont déjà complètement faites. Une des choses que nous reprochons, c'est que cette proposition de loi n'assume pas ce qu'elle est, une proposition en faveur de l'euthanasie et du suicide assisté. Il y a depuis le début du processus une tentation d'euphémisation, de cacher ce que l'on veut faire derrière des mots qui l'adoucissent. Si il y a un projet qui est sur la table, eh bien il faut l'assumer pleinement tel qu'il est. Notre engagement au service de la vie accompagnée dignement jusqu'au bout n'est pas un engagement conservateur ou dogmatique, c'est un engagement, on pourrait dire, progressiste. Monseigneur Mathieu Rouget, invité d'Europe 1 matin, interview complète à retrouver sur europe1.fr et l'appli Europe 1. Et puis la pression monte à 2 jours maintenant de la finale de la Ligue des Champions, samedi soir, 21h, PSG Inter Milan. Les supporters sont fébriles, cette musique, ils l'attendent, ils attendent surtout de la célébrer. Les joueurs, eux, se veulent sereins. Vainqueurs samedi dernier de la Coupe de France, les Parisiens restent concentrés. Ainsi, pendant que leurs adversaires italiens ont été mis au vert, eux sont toujours à Poissy, Cyril de la Morinerie. Oui, le PSG n'a pas changé ses habitudes. Les Parisiens se préparent dans leur bulle, à l'abri des regards, au campus du PSG à Poissy. Comme hier, un entraînement est prévu à 11h à huis clos. Les Parisiens vont pouvoir profiter des soins, se restaurer, faire une sieste avant de revenir chez eux. Paris doit mettre toutes les chances de son côté pour remporter ce trophée, confirme l'entraîneur parisien Luis Enrique. Je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli, mais nous devons finir le travail car l'objectif est d'entrer dans l'histoire. Bref, à 72 heures de la finale, pas question de mettre sous pression les joueurs du PSG. Cela serait contre-productif, confirme le gardien champion du monde et vainqueur de la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille, Fabien Barthès, joint par Jacques Vendroux. Il faut essayer de se détacher de cet événement, quoi. C'est ce qui est le plus dur à faire. Et pour ça, il faut jamais perdre cette notion de plaisir, de dire que ça reste du foot, quoi. Les Parisiens s'envoleront demain à Munich où ils prendront possession de leur hôtel, puis direction le stade pour la traditionnelle conférence de presse et l'entraînement. Cyril de la Morinerie, ce sera à suivre sur Canal+, ce match potentiellement historique. À chaque but du PSG, s'il y en a, la Tour Eiffel s'illuminera. En cas de victoire, immense parade sur les Champs-Élysées. Le PSG, son histoire, son évolution à travers les archives d'Europe 1. Chaque jour, vous pouvez découvrir le nouvel épisode du podcast Au cœur de l'actu sur europe1.fr, l'appli Europe 1 et toutes les plateformes d'écoute. Roland-Garros 2025. Europe 1, radio officielle. Europe 1 décidément sur tous les terrains, puisque votre radio préférée est radio officielle de Roland-Garros. Les 6 Français jouent leur second tour aujourd'hui. Arthur Fils, Hugo Humbert, Pierre-Hugues Herbert, Corentin Moutet qui affrontera Novak Djokovic et 2 vétérans, Gaël Monfils face au Britannique Jack Draper en night session et Richard Gasquet qui joue son dernier Roland-Garros, peut-être son dernier match face au numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner. Imaginez qu'il sorte le numéro 1 mondial. Ce serait magnifique. Ce serait génial. Dans le sport, tout est possible. C'est cet après-midi, on sera tous... Quitte à tomber au tour suivant, il restera quand même sur cette impression. C'est pas grave, voilà, ce sera quand même une belle victoire. Voilà le journal de Roland-Garros, d'ailleurs c'est à 8h30 sur Europe 1 pendant toute la quinzaine de Roland, radio officielle, Europe 1 radio officielle de Roland-Garros. Merci Fanny Marceau. Dans un instant, le ministre des Transports Philippe Tabarot.